Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures du sacrum. La présentation a été réalisée par le docteur Liazidi, sous la direction du docteur Buzon. Les fractures sacrées sont des fractures plutôt rares, surtout prises isolément par rapport au pelvis. Elles représentent 1 à 2% de l'ensemble des fractures. On compte environ 2 nouveaux cas pour 100 000 personnes par an, avec une surreprésentation féminine de la pathologie, à la fois en termes d'incidence, mais aussi en termes de mortalité. Il existe deux principaux mécanismes fracturaires. Les mécanismes à faible énergie chez une population âgée, par insuffisance osseuse, et les mécanismes à haute énergie chez une population relativement plus jeune. On observe une tendance à l'augmentation à l'échelle mondiale au vu du vieillissement de la population. On dénote comme principaux facteurs de risque la grossesse, qui s'explique par les mouvements de nutation que l'on observe durant celle-ci, le handicap moteur, l'ostéoporose, qui explique en partie le sexe ratio féminin, étant donné que l'insuffisance osseuse est la principale cause de fracture du sacrum, et enfin la vieillesse. Anatomiquement, le sacrum est difficilement séparable du reste de la colonne, avec laquelle il forme un continuum entre la colonne thoracique, la charnière lombo-sacrée et le pelvis. Le sacrum doit donc être pensé en lien avec la colonne vertébrale. Le bassin peut être conceptualisé sous la forme en 2D d'un anneau et en 3D d'un entonnoir. En plus de l'anneau, on peut également parler de pont. Les deux montants sont constitués par les os iliaques et le sacrum représente la plateforme suspendue et maintenue par les puissants ligaments interosseux. À propos des ligaments, nous allons voir quels sont les principaux ligaments qui contribuent à la stabilité de l'anneau pelvien. En commençant par les ligaments antérieurs, qui sont plutôt fins et faibles et qui résistent aux forces de rotation externes de l'ilion sur le sacrum. Le ligament postérieur, qui lui est puissant, qui résiste aux contraintes horizontales et verticales, et qui comprend le ligament interosseux avec ses multiples faisceaux. Le ligament ilio-lombaire, dont l'atteinte peut être suspectée lors de la visualisation d'un arrachement des processus transverses de L4 et L5. Le ligament sacro-épineux et le ligament sacro-tubéreux, qui est un puissant ligament résistant aux forces de cisaillement verticales. Toujours au niveau anatomique, on peut noter quelques particularités du sacrum qui auront un impact sur sa biomécanique. À savoir dans le plan frontal, sa forme en triangle inversé, sa syphose naturelle dans le plan sagittal, et sa plus grande largeur en proximale, qui le rend plus rigide à la partie supérieure, et notamment les deux premières vertèbres sacrées. Il se distingue alors logiquement des zones de faiblesse anatomique, à savoir les foramens sacrés, et le sommet de la courbure, qui correspond également à une zone moins épaisse, donc plus fragile. D'un point de vue biomécanique, le sacrum, dans son rôle de répartition des contraintes, transmet le poids du corps sur les deux membres inférieurs. En termes de contraintes, au niveau sagittal, on note deux mouvements rotatoires. Un mouvement du sacrum, car les forces s'exercent en avant du point de fixation, à savoir les articulations sacro-iliaques, et un mouvement de rotation du bassin autour des points fixes que sont les têtes fémorales. La gravité a donc tendance naturellement à alisser le sacrum et le pelvis. Rouakami, dans son étude biomécanique chez les suicidés, montre l'importance de la position du pelvis et de la courbure lombaire. En effet, lorsque l'on chute en syphose, le pelvis a tendance à se rétroverser, ce qui augmente la version pelvienne et ce qui mathématiquement diminue la pente. Donc l'on assiste à une verticalisation du sacrum et le glissement des fragments a tendance à se faire en postérieur. À l'inverse, en lordose, la version pelvienne diminue, donc la pente augmente, ce qui horizontalise le sacrum, augmente les contraintes en cisaillement et induit une bascule du fragment supérieur vers l'avant. En 1939, Medelman propose une des premières classifications dans la littérature
basé uniquement sur l'aspect morphologique en se basant sur le trait de fracture. Il les regroupe en fractures longitudinales, transversales et obliques. En 1981, Murakami, suite à son étude chez les suicidés, émet alors une classification biomécanique basée sur le mécanisme de fracture et donc du déplacement des fragments. En 1, on note les fractures en syphose du sacrum non déplacées. En 2, les fractures avec bascule antérieure du fragment supérieur. Et en 3, les fractures avec bascule postérieure. Cette classification a eu un impact majeur à l'échelle internationale, mais elle prend en compte uniquement les fractures transversales. Dennis propose donc en 88 une classification basée à la fois sur le trait fracturaire, mais surtout introduit la notion de risque neurologique, jusqu'alors ignorée. Dennis reconnaît 3 zones de transfixion du sacrum par le trait de fracture par rapport au foramen. En 1, en dehors, avec un risque neurologique associé faible de l'ordre de 6%. En 2, au travers des foramen, avec un risque neurologique important de l'ordre de 28%. Et en 3, en dedans, avec un risque majeur de 56%. Concernant le bilan d'imagerie diagnostique des fractures sacrées. La radiographie, il s'agit de l'imagerie de première intention, difficile à diagnostiquer et souvent noyée par d'autres fractures plus bruyantes ou plus visibles. Elle se fait par une face et un profil, plus un cliché en inlet et outlet. Le TDM, examen de deuxième intention, permet de mieux caractériser une fracture initialement vue en radio ou permet d'explorer une discordance radioclinique. L'IRM est utilisée pour documenter la moindre suspicion de lésion neurologique, mais elle sert aussi pour les fractures ostéoporotiques ou les fractures de contrainte. La scintigraphie peut être utile, mais elle intervient dans un second temps, hors cadre de l'urgence, pour bilanter des fractures de fatigue ou des éventuelles pseudarthroses. Lorsque l'on est confronté à une fracture du sacrum, si le déplacement est minime, c'est-à-dire inférieur à 1 cm, chez les personnes âgées ou grabataires, la remise en charge est primordiale pour pouvoir réduire le temps d'immobilisation. On opte donc pour un traitement fonctionnel avec appui et contrôle de la douleur. Chez les patients plus jeunes, un traitement orthopédique plus ou moins immobilisation est plus adapté avec par exemple une ceinture lombaire. Lorsque le fragment est déplacé, le traitement devient alors chirurgical. Et la prise en charge va dépendre du statut neurologique du patient. S'il ne présente pas de déficit, alors une ostéosynthèse est privilégiée. En cas de déficit ou de souffrance neurologique, il faut immobiliser la fracture avec une arthrodèse et décomprimer la racine, puis, éventuellement, compléter par une ostéosynthèse. Il existe 3 principaux types d'ostéosynthèse. La fixation percutanée par vissage. Il s'agit d'un geste non invasif qui s'effectue sous contrôle scopique traditionnel par amplificateur de brillance ou par des nouveaux systèmes plus performants de reconstruction 3D de type O-arm. Le vissage peut s'établir sur une seule articulation, en transe sacrée, ou bien sur les 2 articulations sacro-iliaques en même temps. D'un point de vue biomécanique, 2 vis sont plus résistantes qu'une seule vis qui fixerait les 2 articulations en même temps. Les dangers importants à éviter sont une surcompression du foyer de fracture et la lésion en périopératoire de la racine de L5 qui passe proche du trajet. L'avantage de cette technique est la réduction par manœuvre externe sans être invasif. Cependant, elle n'est pas possible sur des sacrums dysmorphiques. Elle ne permet pas non plus l'abord du fragment ou le comblement d'un défect osseux. Et enfin, elle n'est pas optimale voire délétère sur un os porotique. Le point d'entrée est latéral en prenant des repères anatomiques. Le placement de la vis est inférieur à la ligne de densité corticale iliaque et en avant de S1. Ce positionnement garantit alors un passage en sécurité. Il faut s'assurer pour cela d'être sur un profil strict, c'est-à-dire d'avoir un chevauchement des lignes de densité corticale. Voici un exemple de profil non strict qui risque d'entraîner un mauvais positionnement de la vis et un danger. Une deuxième méthode d'ostéosynthèse consiste
En une plaque postérieure de tension. La plaque s'insère de part et d'autre du sacrum via un appui sur chaque os iliaque. Voici une illustration radiographique de l'association d'un vissage percutané et d'une plaque postérieure. Cette méthode présente l'avantage d'être à foyer ouvert, donc de permettre la réduction chirurgicale du foyer. Cependant, elle n'est pas réalisable en cas de délabrement et entraîne un taux de complications cutanées plus important. Enfin, la troisième méthode, la fixation arthrodèse iliosacrale et lombosacrale. Il s'agit d'une arthrodèse des dernières vertèbres lombaires ainsi que de l'aile iliaque. Cette méthode possède la plus grande rigidité de montage et présente donc moins de pseudarthrose que les autres méthodes. Elle est indispensable en cas de troubles neurologiques, et elle peut s'associer éventuellement avec d'autres méthodes de fixation ou à une laminectomie de décompression. Pour conclure, il s'agit d'un diagnostic difficile qui passe souvent inaperçu car il survient en même temps que d'autres tableaux plus bruyants. Il existe deux types de mécanismes qui ne présentent pas les mêmes enjeux ni les mêmes difficultés. Et enfin, l'on dispose de trois méthodes de fixation qui possèdent toutes leurs propres avantages et inconvénients, donc potentiellement interchangeables ou combinables.